بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، إذاعة تطاوين تقدم إذاعة البكالوريا. اليوم مادة الاقتصاد مع الأستاذة هدى الهوش. Bonsoir les élèves, bienvenue dans votre émission Radio Baccalauréat. La séance d'aujourd'hui est adressée particulièrement aux élèves de la section économie et gestion, et plus précisément la discipline économie. Avec vous, Houda El Houch, professeur d'économie, nous allons essayer ensemble de réviser notre programme à travers des questions portant sur différentes parties de cours. L'objectif étant de rafraîchir à chaque fois votre mémoire pour vous trouver prêt à passer l'examen de la fin de l'année. Notre défi pour cette année que nous allons bien sûr essayer de gagner tout le monde. Alors, avant de prendre les questions d'aujourd'hui, je vous rappelle, chers élèves, que pour notre matière économie, donc comment je prépare cette matière d'économie, je vous conseille toujours d'insister sur la préparation de cours. Donc, votre cours, c'est l'élément de base que vous devez réviser minutieusement pour gagner tout devoir en économie. Pour les travaux d'application, pour les séries, etc., pour les parascolaires, je vous conseille de ne pas se baser sur ce support-là parce que carrément, donc, vous allez avoir une révision insuffisante et que ne peut pas constituer une base pour passer l'examen du baccalauréat. J'insiste toujours sur le fait de se concentrer sur le cours, parce qu'un élève qui a bien préparé son cours pourra répondre à n'importe quelle question dans un examen d'économie pour le baccalauréat. J'ajoute encore que les examens de notre matière économie, donc de baccalauréat, ce sont des examens clairs, ce sont des examens très bien formulés et ce sont des examens qui sont à la portée toujours de nos élèves. Donc l'essentiel ici, c'est bien sûr, comme j'ai déjà bien dit, de se concentrer sur une révision parfaite du cours. Je vous garantis que une révision donc complète et exhaustive du cours vous permet de répondre à n'importe quelle question dans un examen du baccalauréat ou dans un devoir même de contrôle ou de synthèse. Pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons commencer par notre première question. Donc, je vous ai choisi une question de réflexion. Prenez note. Montrez que la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie de la population. Montrer que la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie de la population. Alors, comment je veux traiter cette question? Bien sûr, toujours, je vous rappelle, les étapes de préparer la rédaction pour répondre à cette question, que sont 3 étapes standards que j'applique pour n'importe quel type de question: lecture attentive, encadrer la consigne et bien sûr souligner les mots-clés. Alors, pour notre consigne dans cette question, c'est montrer que, encadrer et montrer que. Mots-clés, nous avons la croissance économique, le niveau de vie. Donc la croissance économique, le niveau de vie, bien sûr, de la population. Alors, quel est l'objectif de cette question? Il s'agit de montrer comment la croissance économique permet d'améliorer ou d'augmenter le niveau de vie de la population. Donc, tout d'abord, j'essaie de localiser la question dans mon programme, où figure la réponse à cette question dans notre programme scolaire. Cette question, donc, elle est liée au thème de la consommation, les mutations de la consommation au cours de la croissance économique. C'est la section de 1, l'amélioration du niveau de vie, qui s'intègre dans le cadre du chapitre 2, les mutations de la consommation, qui s'intègre à son tour dans la partie 2 du programme, les mutations des structures économiques. Donc la question, il paraît très bien, c'est une question de démonstration, mais cette démonstration, elle a été déjà faite dans le cours. Ça revient à dire alors que la question, c'est une question de cours aussi. Donc ce travail de démonstration, comment la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie de la population, vous l'avez déjà fait dans la séance de cours avec votre professeur. Comme donc, si je veux délimiter le nombre des idées pour cette question, donc je veux
me rappeler très bien que cette question comporte 5 idées que nous avons déjà vues dans le cours, dans cette place, là où j'ai bien localisé la question. Mais je remarque aussi très bien que de part et d'autre, je peux utiliser même des idées figurant dans d'autres parties de cours pour répondre à cette question. Et là, j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup des idées qui se répètent dans notre programme, qui sont dispersées dans notre programme et qui permettent de répondre à la même question donc en même temps. Alors, je reviens à la question. Montrer que la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie de la population. La croissance économique, nous avons ce phénomène-là, ce premier mot-clé là. Donc, c'est quoi? C'est un phénomène qui se traduit par une augmentation durable des grandeurs économiques accompagnée des transformations des structures économiques. Donc, cette croissance économique, elle a beaucoup d'effets positifs. Et parmi ces effets positifs, nous trouvons l'amélioration du niveau de vie de la population. Qu'est-ce que le niveau de vie? Le niveau de vie, c'est une notion quantitative. Qu'est-ce qu'elle désigne? Elle désigne l'ensemble ou la quantité de biens et services utilisés par les ménages pour satisfaire leurs besoins. Par quoi est composé le niveau de vie? Là, je peux trouver, il y a une partie marchande, une consommation marchande, il y a une consommation non marchande. Il y a un ensemble de biens et services que le ménage va acheter avec donc son revenu nominal, et il y a donc aussi une partie qui n'est pas marchande, qui est fournie gratuitement ou quasi gratuitement par l'État, et nous désignons essentiellement ici les services non marchands fournis par l'État, qu'on les appelle aussi les avantages sociaux. Encore, si je vois les composantes de niveau de vie de la population, donc nous allons trouver donc 3 composantes. Donc nous avons le pouvoir d'achat, et là donc ça désigne la quantité de biens et services qu'un individu peut acheter avec son revenu nominal. Je vois très bien ici donc cette notion purement quantitative qui désigne l'ensemble des biens et services marchands. Nous avons aussi le patrimoine, désigne l'ensemble des dettes et des créances d'un individu. Et nous avons aussi la troisième et la dernière composante, les avantages sociaux. Alors là, montrer comment la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie de la population qui est un ensemble d'individus, un ensemble de ménages dans un pays, revient à montrer à chaque fois comment la croissance économique permet d'augmenter l'un ou tous les composants de niveau de vie, le pouvoir d'achat, donc le patrimoine ou bien les services non marchands. Donc on va essayer de faire alors le travail de démonstration. La croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie de la population, ou bien la croissance économique s'accompagne d'une amélioration du niveau de vie moyen de la population. Comment? Donc cette amélioration s'explique essentiellement ou notamment par le fait. Donc nous avons ici 5 idées, comme nous l'avons déjà vu dans le cours. On va essayer de les discuter une par une. Première idée, c'est l'idée la plus directe, c'est l'idée la plus générale avec laquelle on va commencer. La croissance économique permet de mettre à la disposition de la population des biens plus abondants. Pourquoi? Parce que, en fait, si je veux partir même de la définition de la croissance économique, je connais très bien que la croissance économique, c'est l'accroissement des richesses créées. C'est l'augmentation de la quantité des biens et services produits. Cette augmentation, cet accroissement des richesses permet de mettre à la disposition des ménages une plus grande quantité de biens et services. Alors, une plus grande quantité de biens sera disponible pour la consommation. Donc, cette croissance économique va augmenter alors le niveau de la consommation des ménages, mais avec une condition très importante. Quelle est cette condition? Il faut que l'accroissement des richesses créées dépasse celui de la population. C'est-à-dire, au cours de la croissance économique, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir une croissance économique qui est supérieure à la croissance démographique. Autrement dit, il faut que le PIB réel augmente plus rapidement
que la population. C'est-à-dire, si je calcule le taux de croissance de PIB réel, il doit être supérieur au taux de croissance de la population. À chaque fois où les richesses augmentent avec un rythme plus rapide que celui de la population, j'ai une plus grande quantité de biens et services à partager entre les différents membres de la population et par conséquent, le niveau de vie moyen s'améliore. Alors, je peux résumer cette idée-là en une condition mathématique. La croissance économique améliore le niveau de vie si et seulement si la croissance de PIB réel est supérieure à la croissance de la population ou ce qu'on appelle encore la croissance démographique. Alors, bien sûr, ceci c'est en relation avec donc une démonstration mathématique que nous avons déjà fait avec cette section-là. Et j'espère très bien que nous allons avoir l'occasion de traiter cette condition mathématique dans notre révision. Après cette première idée, nous allons passer à la deuxième idée. Pour la deuxième idée et la troisième idée, je veux discuter selon les formes de la croissance économique. Et là, je veux retourner un peu à l'arrière pour vous rappeler que nous avons deux formes de croissance économique, une croissance extensive et une croissance intensive. Je veux commencer tout d'abord par la croissance extensive. Qu'est-ce que ça veut dire croissance extensive? La croissance extensive, c'est une croissance, c'est un accroissement des richesses créées provenant d'une augmentation de la quantité des facteurs de production utilisés, le facteur travail et le facteur capital. Donc, comment cette croissance extensive génère une amélioration du niveau de vie? En fait, lorsqu'on va accroître les richesses créées en augmentant la quantité de travail et la quantité de capital utilisé, donc ceci va se traduire par une augmentation des revenus du travail et du capital, puisque cet accroissement des facteurs de production au cours de cette croissance extensive va induire une augmentation des revenus, que ce soit pour les travailleurs ou pour les propriétaires de capital. Bien sûr, il n'y a aucune personne qui va travailler gratuitement, donc toute personne ou tout agent économique qui participe à l'acte productif doit être rémunéré. Pour parler d'un travail, bien sûr, au sens économique, pour parler d'une activité productive. On est toujours, je rappelle, on est en train de raisonner dans une sphère monétaire. Et toute activité productive n'est considérée donc économique et productive, sauf lorsqu'elle est rémunérée. Donc, cette augmentation de la quantité de travail et de capital va se traduire par des revenus supplémentaires qui améliorent le pouvoir d'achat de bénéficiaires de ces revenus. Donc, cette amélioration du pouvoir d'achat va se traduire par une augmentation du niveau de vie. Je rappelle toujours ici que le pouvoir d'achat, c'est l'une des composantes du niveau de vie. Il suffit alors d'augmenter cette composante pour augmenter l'ensemble total qui est le niveau de vie de la population. Ça, c'est notre deuxième idée. Notre troisième idée va être en relation avec la croissance intensive. Je rappelle, la croissance intensive, c'est quoi? C'est un accroissement des richesses qui est obtenu par une amélioration de la qualité des facteurs de production utilisés, travail et capital. Là, on va agir sur la qualité, sur l'efficacité ou sur la productivité de la combinaison productive et non pas sur la quantité comme dans le cadre de la croissance extensive. Donc, cette action sur donc la qualité des facteurs de production, cette amélioration de la productivité des facteurs de production va générer des gains de productivité. L'on sait très bien que la répartition des gains de productivité permet l'accroissement des revenus des travailleurs,
sous forme de quoi? Sous forme d'un accroissement de leur salaire. Ce n'est pas seulement les travailleurs qui vont bénéficier sous forme d'un accroissement de leurs revenus, mais aussi les propriétaires du capital qui vont bénéficier sous forme de profit. D'une augmentation, bien sûr, de leur profit. Alors, cette augmentation des revenus des travailleurs et des propriétaires de capital contribue, bien sûr, à augmenter leur pouvoir d'achat et par conséquent à élever leur niveau de vie. Qu'est-ce que je constate ici? Cette troisième idée elle a la même logique que la deuxième idée, sauf que cette amélioration du pouvoir d'achat qui vient d'une augmentation de revenus, les revenus viennent des gains de productivité pour la croissance intensive et ils viennent donc d'une augmentation de la quantité de travail de capital pour la croissance extensive. Mais sinon, donc, tout le raisonnement de l'idée reste le même, que ce soit pour la deuxième ou pour la troisième idée. Nous passons maintenant à la quatrième idée. Comment la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie? En fait, nous avons là donc un élément très important, c'est l'action sur les prix des biens et services. Et là, je rappelle très bien que l'augmentation du pouvoir d'achat peut provenir soit d'une augmentation des revenus, soit d'une baisse des prix. Donc, un ménage, quand est-ce qu'il va consommer plus? Si son pouvoir d'achat s'améliore, et cette amélioration de pouvoir d'achat peut provenir soit d'une augmentation des revenus, soit d'une baisse des prix. Alors là, nous allons consacrer cette quatrième idée à la baisse des prix. L'on sait très bien qu'au cours de la croissance économique, donc on va bénéficier d'un accroissement de la productivité, les gains de productivité dont on a parlé tout à l'heure, et on va bénéficier aussi d'une réalisation des économies d'échelle. Ces deux mécanismes permettent de baisser les coûts unitaires de production et par conséquent, nous allons obtenir une baisse des prix au moins de certains biens. Donc la baisse des prix de certains biens élève le revenu réel des consommateurs de ces biens et améliore donc leur pouvoir d'achat. Le niveau de vie de la population va alors augmenter. Nous terminons enfin par la cinquième et la dernière idée. L'idée ici, donc, c'est lié à un agent économique très important qui joue un rôle encore important dans l'élévation de la consommation des ménages. C'est qui cet agent économique? C'est l'État. Donc, toujours ici, donc, on est en train de parler des effets bénéfiques de la croissance économique grâce aux gains de productivité. Donc, ceci permet à l'État d'accroître ses recettes fiscales et d'augmenter ses investissements, surtout publics en matière d'infrastructures de base. L'État alors pourra ainsi fournir davantage de services publics comme la santé, l'éducation, la justice, la sécurité, etc., ce qui contribue à l'amélioration du niveau de vie de la population. Je rappelle très bien que les services non marchands, ou ce qu'on appelle encore les avantages sociaux, constituent la troisième composante de niveau de vie à côté du pouvoir d'achat et du patrimoine. Alors, l'augmentation des services non marchands, c'est le rôle de l'État. Et de cette façon-là, en offrant donc plus de services non marchands, donc nous arrivons à améliorer, bien sûr, les avantages sociaux offerts aux ménages et par conséquent, leur niveau de vie va augmenter. Voilà donc notre réponse à cette question. Je synthétise. La croissance économique permet d'augmenter le niveau de vie de la population. Tout d'abord, si cette croissance économique, donc, elle est supérieure à la croissance démographique. Deuxièmement, grâce aux revenus permis par la croissance extensive. Troisièmement, par l'augmentation des revenus permise par la croissance intensive. Quatrièmement, c'est grâce à la baisse des prix suite à la réalisation des gains de productivité et des économies d'échelle. Et enfin, dernière idée, l'idée numéro 5, donc c'est grâce aux recettes publiques de l'État qui vont permettre de fournir plus d'avantages sociaux pour les ménages.
nous passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, je veux tourner avec vous un peu au début de l'année. Et donc, nous allons prendre cette question-là. Comparer les phases de récession et de dépression dans un cycle économique. Comparer les phases de récession et de dépression dans un cycle économique. Donc, comme vous le voyez très bien, chers élèves, donc je veux vous faire retourner un peu au début de l'année. Le choix, donc, je le fais exprès. Comme j'ai bien annoncé au début de la séance, je veux essayer à chaque fois de rafraîchir votre mémoire et de vous rappeler d'aller un peu plus loin dans le cours pour laisser vos connaissances fraîches d'ici jusqu'à la fin de l'année. Alors là, donc cette question-là, comme vous le voyez très bien, elle s'inscrit dans le cadre de la partie 1 du programme, la croissance économique et ses facteurs, chapitre 1, la croissance économique, section 2, les régularités de la croissance économique, et bien sûr, donc nous allons parler de ce qu'on appelle bien sûr les différentes phases d'un cycle économique. Alors, plus précisément, on a choisi ici de travailler sur deux phases, la récession et la dépression. Comme d'habitude, je lis bien l'énoncé de ma question. J'encadre la consigne. Comparer. Je souligne les mots-clés. Phase de récession. Les phases de récession. Deuxième mot-clé, dépression. Troisième mot-clé, cycle économique. Alors, je rappelle la notion d'un cycle économique. Un cycle économique, c'est un ensemble des fluctuations qui se répètent d'une manière régulière, avec la même ampleur et avec la même périodicité. Un cycle économique est composé par une succession de phases et plus généralement de composantes. Donc, il est composé par trois phases, l'expansion, la récession et la dépression, et par deux points, la crise et le creux. Donc, pour nous, dans cette question, nous allons travailler sur deux phases seulement, qui est la phase de récession et la phase de dépression. Donc, notre travail demandé ici, c'est quoi? C'est un travail de comparaison. Alors, pour le travail de comparaison, il s'agit de dégager les points communs et les points de différence. C'est obligatoire alors de trouver des points communs et des points de différence. Alors, et c'est tout à fait différent, je rappelle l'occasion, que la consigne comparée, elle est différente de la consigne distinguée. Où réside la différence? En fait, la distinction, c'est une partie de la comparaison. Étant donné que lorsque je vous demande de distinguer, c'est de dégager seulement les points de différence. Par contre, si on vous demande de comparer, donc vous devez trouver les points communs à côté des points de différence. Et la consigne comparée, c'est une consigne très importante pour nous dans notre matière économie. C'est parmi les questions répondues dans les examens du baccalauréat de vous donner donc une consigne de comparaison. J'insiste, chers élèves, ici, c'est que toujours le problème, ce n'est pas un problème de connaissance, ce n'est pas un problème d'information, c'est un problème de méthodologie. Comment je veux répondre à une question? Il faut bien donc savoir la méthodologie de la réponse. Parce que ici, on a un risque de dévier hors question. Beaucoup des élèves, lorsqu'on leur demande de comparer, au lieu de comparer, ils définissent. Donc, on donne la définition, par exemple, ici de la phase de récession et de dépression, ou on présente. Donc, faites attention, le travail de comparaison, c'est tout à fait différent du travail de définition. Malgré que, vous allez voir que les éléments de réponse figurent dans la définition, mais donc ils sont réorganisés de façon à répondre à la consigne comparée. Alors, pour donc la forme de la réponse, je peux répondre sous forme de tiré ou sous forme d'un tableau. Je veux choisir aujourd'hui de travailler avec vous sous forme d'un tableau. Donc, vous allez construire un tableau qui comporte trois colonnes et trois lignes.
Nous allons mettre dans la première colonne la récession, deuxième colonne la dépression, et nous allons mettre dans les lignes les points communs et les points de différence. Alors, pour la phase de récession, je rappelle la phase de récession, c'est quoi? Donc, c'est une phase descendante d'un cycle économique. Elle traduit le ralentissement de l'activité économique, c'est-à-dire que les principales grandeurs économiques augmentent, mais avec un rythme de plus en plus faible. Il en découle alors que leurs taux de croissance sont positifs et diminuent. Les taux de croissance des grandeurs économiques au cours de la phase de récession diminuent tout en restant positifs. Pour la dépression maintenant, la dépression c'est quoi? C'est une phase descendante de cycle économique. On est dans le sens de la décroissant dans un cycle économique. On est en train d'aller vers le bas. Elle traduit une situation très mauvaise de l'activité économique. Là où les grandeurs économiques et surtout la grandeur synthétique qui est le PIB, il est en train de baisser. Ça revient à dire alors que le taux de croissance des grandeurs économiques et surtout le PIB ici, il est négatif. Donc, j'ai devant moi la définition de la phase de récession et la définition de la phase de dépression. J'essaie alors de dégager les points communs et les points de différence. Alors, qu'est-ce que je constate tout d'abord? Que nous avons presque donc une similitude ou une ressemblance, un seul point commun. Donc, nous avons un seul point commun qui est donc les deux phases, dépression et récession, sont descendantes. Donc, les phases de récession et de dépression sont deux phases descendantes du cycle économique. Pour les points de différence, nous avons un premier point de différence. Pour la récession, le PIB augmente à un rythme ralenti, et plus généralement, toutes les grandeurs économiques augmentent à un rythme ralenti. Par contre, pour la dépression, le PIB diminue et plus généralement, les grandeurs économiques diminuent. Deuxième point de différence, et je crois que là, c'est équivalent pour le premier point de différence, de dire que lorsque je dis que le PIB augmente à un rythme ralenti dans la récession, cela veut dire quoi? Que le taux de croissance de PIB, il est positif. Par contre, dans la dépression, le taux de croissance de PIB est négatif. Alors, voilà donc les deux points de différence pour la récession et la dépression. Je résume alors, nous avons un seul point de ressemblance. Les deux phases sont deux phases descendantes du cycle économique et deux points de différence. Donc, le PIB augmente à un rythme ralenti dans la récession, il diminue dans la dépression. Et de même, c'est dire de la même façon que le taux de croissance de PIB, il est positif dans la récession et il est négatif dans la dépression. Voilà donc notre réponse pour cette question. Donc, nous reprenons avec la troisième question. Pour la troisième question, je vous ai choisi donc un exercice. Donc, nous allons prendre un tableau à 3 colonnes et 3 lignes. Je vais prendre 2 années dans les colonnes, 2017-2019. Et dans les lignes, nous allons prendre, première ligne, le PIB réel en millions d'unités monétaires. Et deuxième ligne, la population en milliers d'habitants. Bien sûr, ici, je veux travailler sur un exemple fictif. Soit disant, c'est un pays A. Alors, donc, je veux prendre le PIB réel et la population d'un pays A en 2017 et en 2019. Et la source, bien sûr, c'est un exemple fictif. Alors, vous mettez le titre du tableau, PIB réel et population du pays A en 2017 et en 2019. Donc, les années, nous avons, j'ai bien dit 2017-2019. On va commencer par le premier chiffre. PIB réel en millions d'unités monétaires, 23
978,3. 23 978,3. Pour 2019, le PIB réel en millions d'unités monétaires égale 25 829,3. 25 829,3. Pour la deuxième ligne maintenant, population en milliers d'habitants, nous avons 10 225,1 en 2017. Donc en 2017, la population en milliers d'habitants est égale à 10 225,1. 10 225,1. Puis en 2019, elle va passer à 10 439,6. 10 439,6. Et la source, c'est un exemple fictif. Je relis alors les données du tableau. Donc nous avons un tableau statistique qui représente le PIB réel et la population d'un pays A en 2017 et en 2019. Et la source est un exemple fictif. Le tableau, donc, comporte les années dans les colonnes. Nous avons 2 années 2017-2019 et comporte 2 indicateurs économiques. Le PIB réel en millions d'unités monétaires. En 2017, c'est 23 978,3 et en 2019, c'est 25 829,3. Deuxième indicateur économique dans le tableau, la population en milliers d'habitants, 10 225,1 et en 2019, 10 439,6 milliers d'habitants. Voilà les données de notre tableau sur lequel nous allons travailler. Donc le tableau il est accompagné de 2 questions. Première, calculer et interpréter pour le pays A entre 2017 et 2019 les taux de croissance globaux du PIB réel, de la population et de PIB réel par habitant. Je répète, calculer et interpréter pour le pays A entre 2017 et 2019 les taux de croissance globaux, 1 du PIB réel, calculer aussi le taux de croissance global de la population et du PIB réel par habitant. Deuxième question, par quoi expliquez-vous l'amélioration du niveau de vie moyen de la population au cours de cette période? Par quoi expliquez-vous l'amélioration du niveau de vie moyen de la population du pays A, au cours de cette période? Bien. Alors, comment je veux traiter cet exercice? Il paraît très bien que l'exercice se situe dans le cadre de la section 1 du chapitre numéro 2 de la partie numéro 2. Je clarifie encore plus. Partie 2, limitation des structures économiques. Chapitre 2, limitation de la consommation. Section 1, l'amélioration du niveau de vie. Alors là, il s'agit de voir comment la croissance économique elle améliore le niveau de vie dans un pays avec l'outil mathématique. C'est un exercice donc d'application concernant cette démonstration mathématique, comment la croissance économique elle améliore le niveau de vie dans un pays. Alors nous allons commencer par la première question, calculer et interpréter. Donc, pour le pays A, entre 2017 et 2019, le taux de croissance global de PIB réel, le taux de croissance global de la population et le taux de croissance global de PIB réel par habitant. Alors là, j'encadre bien sûr là où les consignes, plus précisément ici, j'ai 2 consignes, calculer et interpréter. Donc il s'agit alors de calculer puis d'interpréter le taux de croissance global des 3 variables demandées. Donc nous commençons tout d'abord par le calcul et l'interprétation des taux de croissance globaux. Nous commençons par le taux de croissance global de PIB réel. À quoi c'est égal?
Et là, je rappelle très bien, donc, le taux de croissance global, c'est quoi? Le taux de croissance global du PIB réel, c'est un indicateur économique qui permet de mesurer l'évolution globale de PIB réel sur une période bien déterminée. Alors, la formule du taux de croissance global du PIB réel, c'est quoi? Je respecte ici la formule générale et je la personnalise pour cet exercice. Pour la formule générale, je rappelle, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100. Je personnalise la formule pour mon exercice. Ça va devenir quoi alors? Taux de croissance global du PIB réel en pourcentage en 2019 par rapport à 2017 égale PIB réel en 2019 moins PIB réel en 2017 sur PIB réel en 2017 fois 100. Je fais l'application chiffrée 25 829,3 moins 23 978,3 sur 23 978,3 fois 100. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 7,71%. 7,71%. Et là, je veux ajouter une indication, chers élèves, c'est limitez-vous à 2 chiffres après la virgule. Donc, limitez-vous à 2 chiffres après la virgule comme indication complémentaire pour notre exercice. Alors, je veux retenir 7,71%. Ça, c'est pour le calcul. Donc, toujours pour le calcul, je commence par la formule, l'application chiffrée et bien sûr le résultat final. L'interprétation maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un taux de croissance global de PIB réel qui est positif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre variable elle est en train d'augmenter. Donc j'interprète, entre 2017 et 2019, le PIB réel de PIA a augmenté globalement de 7,71%. Je passe à la deuxième variable, deuxième indicateur. Je veux calculer le taux de croissance global de la population. Même chose, je personnalise la formule générale pour mon exercice. Valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100. Ici, pour moi, la valeur finale, c'est la population en 2019, moins la population en 2017, valeur initiale, sur la population en 2017, multiplié par 100. Je fais l'application chiffrée. 10 439,6 moins 10 225,1 sur 10 225,1 fois 100. Ça me donne quoi? Ça me donne 2,09%. 2,09%. J'interprète, entre 2017 et 2019, la population du PIA, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien évidemment, ici, vous avez bien constaté, chers élèves, que le taux de croissance il est positif. Donc, nous avons une augmentation. Donc, la population du PIA a augmenté de 2,0%, bien sûr, entre 2017 et 2019. Là, chers élèves, je vous rappelle toujours d'être très attentifs lorsque vous utilisez votre calculatrice et bien sûr la nécessité de saisir logiquement le résultat trouvé parce qu'il paraît très clair, même à partir du tableau, même sans faire de calcul, que le PIB réel donc du PIA a augmenté entre 2017 et 2019. Les chiffres sont très clairs. On passe de 23 978,3 à 25 000. Donc, l'augmentation, elle est déjà remarquable à partir du tableau, sans aucun calcul, par la simple observation. Et de même pour la population. Pour la population aussi, on passe de la simple observation. Donc, on remarque que on passe de 10 225 à 10 439. Donc, il paraît très clair que la population elle a augmenté. Nous passons au troisième indicateur. TCG ou taux de croissance global du PIB réel par habitant. Pour le taux de croissance global de PIB
réel par habitant, je veux appliquer la formule de cours que j'ai déjà vue dans le cours. Je rappelle cette formule. Taux de croissance global de PIB réel par habitant égale taux de croissance global de PIB réel moins taux de croissance global de la population. Alors, qu'est-ce que je constate? Il paraît ici donc que je veux utiliser les deux indicateurs précédents que j'ai déjà calculés. Taux de croissance global de PIB réel moins taux de croissance global de la population. Donc, l'application, elle est simple. Je veux utiliser les deux résultats précédents. Ça va être alors 7,71% moins 2,09% égale 5,62%. 5,62%. J'interprète le PIB réel par habitant dans le pays a augmenté. Bien sûr, nous avons ici un taux de croissance global qui est positif. Donc, a augmenté de 5,62% entre 2017 et 2019. Qu'est-ce que je constate alors? Bien sûr, je constate qu'il y a une augmentation de PIB réel par habitant. Alors là, je peux dire aussi, je constate qu'il y a une amélioration de niveau de vie de la population de ce pays-là entre ces 2 années. Pourquoi? Parce que je sais très bien que le PIB réel par habitant, c'est un indicateur économique qui permet de mesurer le niveau de vie dans un pays et que le taux de croissance globale de PIB réel par habitant, c'est un indicateur économique qui permet de mesurer l'évolution de ce niveau de vie entre 2 années bien déterminées. Alors, là, donc, nous avons bien terminé avec la première question. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. Deuxième question, par quoi expliquez-vous, encadrer la consigne, par quoi expliquez-vous l'amélioration de niveau de vie moyen, souligner l'amélioration de niveau de vie moyen de la population de pays A au cours de cette période. Qu'est-ce que je constate ici? Je constate que la deuxième question, déjà, me donne un élément de réponse pour la première question. Ce qu'il a signalé ici dans la deuxième question, que nous avons une amélioration du niveau de vie. Et donc, ça revient à dire quoi? Qu'en calculant dans la première question, donc, le TCG, le taux de croissance globale de PIB réel par habitant, obligatoirement, je dois avoir un taux de croissance qui est positif. Je dois avoir une amélioration du niveau de vie. Et c'est ça exactement ce que j'ai trouvé dans la première question. J'ai bien trouvé donc que le taux de croissance globale de PIB réel par habitant, il a été positif. Donc il y a eu vraiment une amélioration du niveau de vie moyen de la population dans le pays A. Alors je suis dans le bon sens. On vous demande dans cette deuxième question de justifier pourquoi vous avez une amélioration du niveau de vie moyen de la population dans le pays A au cours de cette période. Alors, là, je crois que cette amélioration, donc, c'est très clair d'où vient-elle. En fait, l'amélioration du niveau de vie moyen de la population tunisienne, de la population du pays A, au cours de la période 2017-2019, s'explique par le fait que le PIB réel du pays A augmenté à un rythme supérieur à celui de la population. Qu'est-ce que nous avons trouvé, nous, lorsqu'on a calculé le taux de croissance global de PIB réel de la population? Nous constatons très bien que le taux de croissance global de PIB réel, qui est égal à 7,71, est supérieur au taux de croissance global de la population, qui est égal à 2,09% seulement. Cela se traduit bien sûr par un taux de croissance global de PIB réel par habitant qui est positif. Alors là, l'amélioration du niveau de vie moyen de la population de pays A au cours de la période 2017-2019 se justifie par, bien sûr, par une croissance économique qui est supérieure à la croissance démographique. Bien, de cette façon-là, nous avons bien répondu à notre exercice. Et nous allons passer maintenant à notre dernière question pour cette séance d'aujourd'hui. Donc, pour la dernière question, je vous ai choisi donc un retour sur le thème de la concentration. Donc, notre question c'est présenter les deux formes de la concentration verticale des entreprises.
et déterminer les objectifs spécifiques de chaque forme. Présenter les deux formes de la concentration verticale des entreprises et déterminer les objectifs spécifiques de chaque forme. Donc, nous avons bien sûr deux consignes dans cette question, présenter, déterminer, et nous avons un mot-clé très important, c'est la concentration verticale des entreprises. Donc, nous allons présenter les deux formes de la concentration verticale des entreprises, ou les deux types de la concentration verticale des entreprises, puis nous allons présenter, bien sûr, les objectifs de chaque type ou de chaque forme. Alors, nous avons ici donc un mot-clé très important qui est la concentration verticale des entreprises. C'est quoi la concentration verticale des entreprises? La concentration verticale des entreprises, c'est le regroupement d'entreprises appartenant à la même filière. Bien sûr, qu'est-ce que je veux dire par filière? La filière, c'est une notion qui évoque l'ensemble des activités interdépendantes et complémentaires allant de l'extraction de matières premières à la vente d'un produit fini au consommateur. Et bien sûr, de cette façon-là, le regroupement va concerner des entreprises ayant des activités, bien sûr, complémentaires, se situant à des stades complémentaires du processus de production. Donc, l'entreprise va donc croître en s'adjoignant des activités de production situées en amont et ou en aval de son activité d'origine. Ça, c'est la définition générale pour la concentration verticale. Alors, je peux donner ici donc un exemple donc d'une filière. Une filière, bien sûr, c'est un ensemble des entreprises ayant des activités donc complémentaires interdépendantes, allant donc du segment amont, là où il y a les fournisseurs, passant par le segment centre, qui est l'activité de transformation, et terminant par le segment aval, qui sont donc les entreprises chargées par la commercialisation et la distribution de produits finis. Alors, la concentration verticale, c'est le regroupement des entreprises appartenant à la même filière. Je prends par exemple donc une filière agroalimentaire. Donc, une entreprise agroalimentaire se concentre avec une entreprise agricole, se regroupe avec une entreprise agricole. Donc ici, l'entreprise, elle se regroupe avec son fournisseur. Ça, c'est une concentration verticale. Ou bien, l'entreprise agricole se regroupe avec, par exemple, donc un supermarché. Celle-là, c'est une concentration verticale vers l'aval. Alors, qu'est-ce que je distingue? Je veux distinguer deux types de concentration verticale ou deux formes de concentration verticale, comme il a annoncé dans la question. Nous avons donc une concentration verticale des entreprises vers l'amont et une concentration verticale des entreprises vers l'aval. Qu'est-ce que la concentration verticale des entreprises vers l'amont? Et si l'entreprise remonte la filière en se concentrant avec d'autres entreprises fournissant des produits situés à des stades antérieurs à son activité d'origine. Matières premières, par exemple, produits semi-finis, biens d'équipement, etc. C'est-à-dire qu'elle intègre désormais les activités de ses fournisseurs. Elle devient donc son propre fournisseur. On peut prendre donc un exemple ici, une chaîne d'hypermarchés, par exemple, qui se concentre avec une entreprise agroalimentaire. Si l'entreprise agroalimentaire joue le rôle d'un fournisseur pour une chaîne d'hypermarchés. Alors, si cette chaîne d'hypermarchés se regroupe avec une entreprise agroalimentaire, ici, donc, elle se regroupe avec son fournisseur, nous sommes dans le cadre d'une concentration verticale vers l'amont. Pour la deuxième forme de concentration verticale, c'est une concentration verticale vers l'aval. Ici, l'entreprise, elle va descendre la filière en intégrant des activités se situant à des stades postérieurs à son activité. C'est-à-dire ici, l'entreprise, elle va se regrouper avec ses clients et c'est le cas essentiellement où l'entreprise assure elle-même la commercialisation des produits qu'elle fabrique. Donc voilà les deux formes de concentration verticale. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la question, déterminer les objectifs spécifiques de chaque forme. Bien sûr, les objectifs diffèrent selon le type de la concentration verticale. Nous commençons par la concentration verticale en amont. La concentration verticale, donc en amont, réalisée par une entreprise, vise essentiellement tout d'abord à assurer son indépendance économique et la sécurité de ses approvisionnements, c'est-à-dire qu'elle cherche à ne plus dépendre de ses fournisseurs en contrôlant ses approvisionnements
Bien sûr que cette intégration en amont, donc elle permet à l'entreprise d'être indépendante vis-à-vis de son fournisseur et de mieux maîtriser ses approvisionnements de point de vue sécurité, de point de vue qualité, bien sûr. Deuxième objectif très important, se réduire les coûts de production par exemple, donc l'élimination des intermédiaires. Donc ici, au lieu donc d'acheter d'un fournisseur étranger à elle, l'entreprise va éliminer les intermédiaires et de cette façon-là, elle va bénéficier d'un approvisionnement moins cher. Pour la concentration verticale vers l'aval, elle vise essentiellement toujours à assurer une certaine indépendance économique de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Donc l'entreprise cherche à ne plus dépendre de ses clients. Comment? En s'assurant des débouchés et en maîtrisant les conditions auxquelles elle va écouler sa production. Alors l'intégration en aval permet à l'entreprise de fixer les conditions de commercialisation de ses produits et de mieux maîtriser donc les conditions de vente sur le marché. Deuxième avantage très important, c'est que cette concentration verticale en aval permet à l'entreprise de réaliser une marge bénéficiaire plus importante. Au lieu de vendre donc à un intermédiaire, et cet intermédiaire-là va vendre un produit final donc au consommateur final, donc l'entreprise va se regrouper avec cette entreprise de commerce de gros, soi-disant, c'est elle-même qui va commercialiser son produit par elle-même. De cette façon-là, donc on va éliminer les intermédiaires et on va augmenter la marge bénéficiaire. Voilà donc la réponse à notre quatrième question. Donc c'est la fin de notre séance. Merci pour votre suivi. Un grand merci à Absaïd Mrahi qui m'a accompagné techniquement dans cette séance. Je vous espère une bonne continuation avec les émissions de Radio Tataouine. Bonsoir.